Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au studio RLH 30. Je suis Aurore Darcourt, coordinatrice du Relais Loisirs Handicap 30 et aujourd'hui je suis en compagnie de... Nicolas Martinazzi, je suis chargé de mission sur le dispositif d'IME Bosquet Passerelle de l'association Cigalière sur Nîmes. Merci à tous et à toutes d'avoir répondu présent à notre invitation à ce webinaire de présentation de l'enquête qui a été réalisée auprès des établissements médico-sociaux du département du Gard. Donc, cette enquête s'inscrit dans un projet financé par l'ARS qui va se décliner sur 3 ans, qui répond à 2 objectifs principaux. Donc, proposer un appui et des ressources mobilisables par le secteur médico-social pour favoriser l'accueil et l'inclusion des jeunes en situation de handicap dans le loisir en milieu ordinaire, renforcer les liens entre les secteurs médico-sociaux, le relais loisirs et les centres de loisirs, et favoriser le transfert de savoir et de savoir-faire entre le milieu spécialisé et l'éducation populaire. Ce projet donc, va se décliner en 3 axes. Donc un diagnostic de territoire qui vous est présenté aujourd'hui, renforcer les coopérations entre les secteurs médico-sociaux et l'animation et créer un studio de tournage dont on fait la première aujourd'hui et qui nous servira également à la réalisation du tutoriel et de supports de formation co-construits et communs. Donc, cette étude à laquelle vous avez peut-être participé est une enquête donc, qui a été réalisée pour mettre en avant et évaluer les liens entre les établissements médico-sociaux et les centres de loisirs. Elle a été réalisée entre juin et septembre auprès des établissements médico-sociaux par le biais d'un envoi d'un questionnaire par l'ARS. Et les résultats qui vous sont présentés aujourd'hui sont les retours de 30 structures du médico-social. Au niveau des répondants, on voit que principalement, ce sont des professionnels exerçant au sein d'IME ou d'IEM qui ont répondu avec une grosse représentation de chefs de service et de directeurs d'établissement principalement. À noter que les répondants connaissent majoritairement le relais loisirs handicap 30, puisqu'à 83%, ils déclarent le connaître. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les 17% qui ont répondu ne pas connaître le relais, 60% travaillent en IME, donc en milieu spécialisé. N'hésitez pas surtout à poser vos questions ou nous faire part de vos commentaires dans le fil de discussion. En régie, on note vos questions et un temps sera consacré à l'échange en fin de présentation. Je vais laisser la parole à Nicolas pour commenter les données suivantes. Oui, et donc sur la question des pratiques des structures qui nous ont répondu, déjà on voit que pour moitié, les structures ont placé la question de l'accompagnement en centre de loisirs dans leur projet d'établissement. Et en même temps, quand on leur pose la question est-ce que vous accompagnez les enfants en centre de loisirs? Eh bien, majoritairement, à 93%, les établissements nous répondent que oui. Donc, il y a une pratique qui s'est installée, qui est mise en place. En même temps, il faut pondérer. Alors même, je sais qu'à RLH, vous accompagnez énormément d'enfants dans le Gard. Je crois que même vous avez un périmètre peut-être plus grand. Mais tout de même, on voit, il faut pondérer un petit peu ces chiffres parce qu'on voit que par établissement, il y a très peu d'enfants en fait finalement qui sont accompagnés. C'est en moyenne 4 à 5 enfants. Voilà. Parmi les répondants. Et on reviendra sur cette question par la suite qui ne manque pas de sens. Concernant du coup la participation des services à la mise en place du projet d'accueil, quels sont les retours qui ont été effectués majoritairement? Eh bien là aussi, Aurore, on voit quasiment à 80%, les établissements accompagnent la mise en place des projets. Voilà. C'est un engagement fort. Et alors, de quelle manière? On le voit sur la slide, là, toujours, tout le monde peut regarder un petit peu les slides, soit en accompagnant directement l'enfant, soit en soutenant les équipes des centres de loisirs, ou soit aussi en faisant appel à RLH. Hein, alors c'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure, les établissements qui ont répondu, il y en a beaucoup qui vous connaissent.
et ils font aussi appel à vos services pour la mise en place de ces accompagnements. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose sur ces données, ce qui est intéressant aussi de relever, c'est que parmi les 21% qui ont répondu ne pas participer à la mise en place des projets d'accueil, 67% de ces personnes déclarent également que ce n'est pas un axe inscrit dans les projets d'établissement. Pour revenir un petit peu sur la slide précédente. Donc on voit bien l'impact aussi et la nécessité d'harmoniser les pratiques, ou en tout cas de quelle façon l'inscription dans un projet d'établissement peut favoriser la mise en place de ces projets. Oui, tu soulignes l'idée que ces dispositifs, ces accompagnements ne sont pas forcément écrits au niveau des établissements. C'est pas aujourd'hui encore marqué dans le marbre et que ça tient aussi sur peut-être, c'est des hypothèses, sur la bonne volonté des gens. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, sur la question de quelle façon les structures accompagnent ces projets, il serait aussi intéressant de pouvoir affiner les données, de savoir est-ce que ce sont des process et des protocoles qui sont inscrits au sein des structures, donc presque institutionnalisées, ou est-ce qu'au contraire, il s'agit de choses faites peut-être à la marge ou au fil de l'eau en fonction des particularités des enfants accompagnés. Tout à fait. Concernant la participation des services au suivi des projets d'accueil, comment ça se passe? Qu'est-ce que les structures nous font remonter du coup? Là, c'est pareil. Hein. On voit que, encore une fois, les établissements sont présents à 70%. Ils continuent à accompagner le projet. Alors, beaucoup au niveau des familles, surtout par rapport au dossier, aux demandes d'aide, aux questions un petit peu administratives. Mais aussi, pour la moitié, ils continuent à soutenir les équipes des centres de loisirs. Et ils peuvent même accompagner sur site parfois pour que le... alors moi, je suis désolé, je viens du médico, je dis prise en charge, mais non, c'est pas une prise en charge en centre de loisirs. En tout cas, conseiller les équipes. Voilà, conseiller les équipes pour que ça se passe pour le mieux. L'accueil, voilà, je cherchais le terme, l'accueil en centre de loisirs se passe pour le mieux. Et là encore, on a un petit 10% qui s'appuie sur vous donc sur RLH 30 pour maintenir le fil, cet accompagnement, qu'il n'y ait pas de rupture. D'ailleurs, on voit bien que des freins et des limites ont été évoqués à l'accueil de ces jeunes en situation de handicap dans les ALSH. Les principaux freins qui sont relevés concernent les moyens humains, tant sur la quantité de moyens humains, donc ce qu'on appelait les taux d'encadrement dans les centres de loisirs, ou le manque de formation ou de connaissances de ces professionnels. Revient en deuxième place également la spécificité de ces enfants, c'est-à-dire même si aujourd'hui 90% des professionnels répondants précisent proposer ces projets aux familles, néanmoins le facteur dépendant sont les particularités des enfants. Est-ce que effectivement les troubles de ces derniers seront... En tout cas, l'adaptation des structures sera possible aux troubles de ces derniers. Est-ce que ces enfants pourront être accueillis dans les conditions des milieux ordinaires? C'est des questionnements que les professionnels du médico-social soulèvent à travers ces freins. Et tu vois, Aurore, pour faire partie de ce milieu-là, moi, j'aimerais bien savoir, ça serait peut-être si on continue ça, j'aimerais bien savoir pour les éducateurs, pour les directeurs, pour les personnes qui encadrent dans le médico-social, c'est quoi ces spécificités des enfants qui les empêcheraient d'aller en centre de loisirs? Parce qu'on le voit à travers votre travail où vous m'avez invité à des formations. Aujourd'hui, les centres de loisirs accueillent quand même des enfants en situation de handicap avec parfois des grosses difficultés. Donc moi, j'aimerais bien savoir effectivement, mais bon, là, une prochaine fois, on verra, sur c'est quoi qui, pour... les professionnels seraient un frein au niveau des spécificités, c'est dur à dire d'ailleurs, de ces enfants. Frein réel ou supposé, puisqu'il peut s'agir effectivement aussi d'un problème de représentation à ce niveau-là.
Et parmi ces freins, un des freins qui a été majoritairement évoqué, et Nicolas, te laisser la commenter, c'est cette question de l'articulation possible entre la prise en charge des enfants et les accueils, en tout cas les temps possibles d'accueil en centre de loisirs. Oui, on voit il y a quand même des aspects aussi financiers pour les établissements. Il faut bien savoir que les établissements sont financés à hauteur de comment on peut dire, on appelle ça soit des prix de journée, soit la présence des enfants dans un établissement. Un enfant qui n'est pas dans un établissement, eh bien l'établissement, en théorie, ne reçoit pas d'argent quand il n'est pas là. Et ça, et comme l'argent, c'est le nerf de la guerre, que les établissements, enfin voilà, ils ont des budgets de fonctionnement. On voit qu'à 43%, ils répondent un enfant absent est préjudiciable à l'activité attendue par l'établissement. Et ça peut être quelque chose qui peut leur être actuellement reproché. Pourquoi l'enfant n'est pas là? Il est en centre de loisirs. Ah ben il est en centre de loisirs, donc on ne vous paye pas le prix de journée. Effectivement, cette enquête met bien ça en avant, puisqu'on voit au niveau des retours que 61% des répondants n'envisagent la possibilité de ces projets uniquement en dehors des temps de prise en charge ou sur les temps de fermeture de l'établissement. C'est ça. Et en même temps, donc ça c'est un frein très concret, et en même temps, il y a aussi quand même la question des soins et la question des moyens. Alors, pour un tiers des réponses, la question du soin, puisque dans le médico-social, on a des objectifs, il y a des soins qui sont mis en place, on fait intervenir parfois des rééducateurs, et ça c'est une gestion à la semaine qui n'est pas toujours évidente, et donc parfois on peut prioriser des soins plutôt qu'un accompagnement en milieu ordinaire. En tout cas, ça remonte pour un tiers des situations, et après encore un tiers des répondants qui nous disent que ils n'ont pas les moyens. Alors on imagine, les moyens c'est quoi? On imagine les moyens humains, c'est toujours pareil, ça demande une organisation dans les services, de dégager quelqu'un pour pouvoir accompagner ponctuellement sur un projet extérieur. Donc on voit que les équipes, c'est un problème pour eux. Comment s'organiser pour faire ce travail-là? Et peut-être que ce sera articulé aussi avec une connaissance du réseau, puisque ce qu'on ne peut pas faire soi, la solution, c'est peut-être aussi de s'appuyer sur des acteurs complémentaires qui pourraient justement assurer ces transitions cette mutualisation des moyens, y compris humains. Tout à fait. Et il me semble même que ça va dans le sens de l'histoire, puisque en tout cas, mon petit doigt me le dit, ou je l'entends à droite et à gauche, c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui de faire. Mais on en reparlera peut-être, je ne sais pas s'il y aura des questions autour de ça. Sur la question des dispositifs, c'est effectivement aller chercher des moyens. Et voilà. Mais ça, on en est quand même au tout début, et ça demande une réorganisation, un changement culturel au niveau des établissements, et peut-être aussi, mais là je connais moins, au niveau des centres de loisirs. Exactement, on y reviendra tout à l'heure. D'ailleurs, à ce titre, n'hésitez pas à poser vos questions, encore une fois, ou à nous faire part de vos remarques sur le fil de discussion. Ce sont des sujets intéressants. En régie, on en prend note, et un temps d'échange est prévu à la fin de la présentation. Donc, concernant l'accès aux loisirs, on a bien vu à travers cette enquête qu'aujourd'hui, la question de l'accès au milieu ordinaire est quelque chose de communément admis, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années. Donc, il y a eu quand même une grosse évolution, tant du point de vue des familles que des professionnels. Néanmoins, certains freins ou inquiétudes préexistent, restent. Encore une fois, supposés ou réels, peu importe. Mais certains prérequis semblent nécessaires pour que ces accueils puissent prendre vie, et qu'en tout cas ces projets puissent être pérennes et de qualité. Donc c'est vrai qu'au niveau des retours, on voit bien la nécessité de pouvoir transmettre des conseils éducatifs, que ce soit en termes de posture ou d'adaptation, des outils ou des ressources pédagogiques, mais également des informations concernant les besoins ou les aspects médicaux de ces jeunes. Donc une articulation nécessaire entre le médico-social et le milieu ordinaire pour que justement ça puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Et tu vois, Aurore, sur ces réponses-là, qui sont encore une fois assez homogènes, puisque c'est un tiers, quasiment, à peu de choses près, on voit que ça tombe sous le sens.
C'est-à-dire que cette transmission, ça tombe sous le sens. On va dire évidemment, on a quand même des jeunes avec des besoins particuliers et donc nécessité d'une transmission d'informations. Voilà. Et ça tombe sous le sens pour tout le monde, même si il y a des ponts. Alors, on va voir comment ça va se passer. Mais effectivement, les ponts doivent être créés entre le milieu ordinaire, les centres de loisirs et le médico-social pour pouvoir transmettre de manière la plus fluide possible ces informations-là. Comment dirais-je, c'est un gage d'accueil indispensable. D'ailleurs, on va le voir sur la vignette suivante. Concernant les besoins exprimés. Donc là, ce sont les professionnels du médico-social qui ont exprimé des besoins ou des pistes qui pourraient être envisagées d'action concernant justement les manques actuels constatés ou pensés pour favoriser un accueil de qualité. On voit que majoritairement, effectivement, il y a un manque de connaissances aussi sur les possibilités d'accueil des centres de loisirs. Donc il y a peut-être un travail à faire de communication sur l'existant, également une connaissance des dispositifs et des leviers financiers pour faciliter l'accès aux familles. Tu vois, Aurore, parce que je regarde la slide en même temps, et je viens de réaliser que finalement, en termes de moyens, à 24%, ils répondent du temps supplémentaire. Oui. Mais c'est pas énorme. Qu'est-ce qu'ils demandent les gens? Tu vois, je viens de réaliser, on l'a fait ensemble, j'ai regardé 15 fois, mais je viens de réaliser que ce que demandent les gens, c'est de la connaissance finalement, de la relation, oui, de l'échange et des ressources mobilisables. On voit bien que ce sont quand même deux mondes assez différents et qu'il y a vraiment un besoin finalement, tu vois, je suis surpris, 24%. Du temps supplémentaire. On ne demande pas des moyens forcément supplémentaires, mais une connaissance. Comment on peut faire, comment on peut s'organiser, comment on se rencontre, rien que ça, se rencontrer déjà. Comment on se rencontre et du temps pour pouvoir se rencontrer, voilà, du temps commun. Voilà. D'ailleurs, il est intéressant aussi, on a 1% de autres. Alors, c'est pas énorme, ça paraît à la marge. Néanmoins, il est quand même important de souligner que ce autre, donc on a eu des commentaires spécifiques qui ont été mentionnés, concerne notamment les souplesses concernant justement les taux d'occupation, donc ce lien avec le financement. D'accord. Comment justement articuler l'ouverture vers le milieu ordinaire quand ça a un sens pour le jeune, dans le cadre de son projet global, et la possibilité de détacher du temps pour ce jeune sans que ça porte préjudice au modèle économique de l'établissement. Mmh. Ce qui pourrait manquer, voilà, en fait, et aussi ce qui est relevé dans autres, c'est aussi, oui, l'accueil en centre de loisirs est possible, néanmoins, il y a une grosse disparité entre les structures, et c'est aussi une question, mais ça comme partout, une question de personnes et d'implication des professionnels de l'animation dans ces projets. Et ça, effectivement, on n'a pas toutes les maîtrises. Donc, c'est vraiment une articulation entre deux secteurs qui, pour l'instant, coexistent très peu, finalement, et de trouver des zones de partage, rencontre, en fait, ouais, et de rencontre. Partage. Ce qui nous amène d'ailleurs à la suite, les perspectives du projet, puisque bien évidemment, le diagnostic n'est qu'un prémisse, une ouverture qui nous a permis de poser, en tout cas d'évaluer des besoins, d'évaluer des éventuels freins et de pouvoir nous guider par la suite sur les axes à définir, qu'on ne va pas définir seul, puisque l'idée, c'est de, par la suite, créer un groupe de travail. Donc ça, alors je dis par la suite, mais ça va arriver très tôt, ça va être dès janvier. Idéalement, ça serait de travailler sur des temps de co-construction, sur un projet concerté entre janvier et juin, pour aboutir à des propositions d'action concrètes entre juin 2026 et septembre 2027, en s'appuyant effectivement sur les retours de ce questionnaire pour proposer des actions réalisables. Tout ça, encore une fois, dans le but d'harmoniser les pratiques et de favoriser l'inclusion des jeunes et des enfants vers le milieu ordinaire. Du coup, si vous avez des questions et des remarques, la parole vous est donnée. Alors, j'ai plusieurs questions effectivement qui arrivent. Malheureusement, j'ai aussi des messages en disant qu'il faut pouvoir se loguer pour pouvoir poser des questions. Donc, j'en ai reçu une ou deux par SMS pour ceux qui nous connaissent. Voilà. Peut-être commencer par celle-ci. Quelle serait la plus-value pour un enfant accueilli en ESMS de participer à un accueil de loisirs? Nicolas, je te laisse commencer. C'est gentil, Aurore.
Alors ça, évidemment, aujourd'hui, et puis aujourd'hui, c'est comme ça. On est sur des projets, ce qu'on appelle des projets individualisés. Donc, il faudrait vraiment voir par rapport à l'enfant. Mais ce qu'on constate quand même, depuis la loi de 2005 et par rapport à tout le travail qui a été fait, notamment par les écoles, qui aujourd'hui quand même accueillent énormément d'enfants en situation de handicap, ce qu'on constate, c'est que le bain, quand c'est possible, d'accord, pas à n'importe quel prix, mais quand c'est possible, le fait qu'un enfant en situation de handicap rencontre des enfants dans un milieu ordinaire favorise la relation, favorise le... C'est pas facile pour eux en plus, hein, mais favorise la mobilisation de compétences, euh, et aide à l'autonomie, aide à grandir. Voilà. Et en plus, ça va dans le sens de la loi, puisqu'actuellement, quand même, le législateur pousse à la fois à un accueil spécialisé, mais aussi à une ouverture sur le milieu ordinaire. Donc, la plus-value, alors pour moi qui ai beaucoup travaillé en milieu ordinaire, évidemment, on le voit dans les écoles, les enfants qui bénéficient d'une scolarisation, quand le projet fonctionne, puisque c'est aussi un pari à chaque fois, on a un développement de compétences qu'on n'aurait pas eu dans un milieu trop restreint, avec un manque de stimulation. C'est pas du tout... ce que je dis n'est pas un reproche par rapport aux collègues du médico-social, les éducateurs, les équipes qui font un gros travail avec des situations parfois très très compliquées. Mais l'appui du milieu ordinaire pourrait être un stimulant qu'on n'a pas. C'est un outil supplémentaire qu'on n'aura pas dans le médico-social. Et je parle même pas d'une plus-value, mais de plus-value au pluriel, puisque je pense, moi, qu'il y a aussi une grosse plus-value pour les familles, hein, pour lesquelles ces enfants, pour une fois, en tout cas je parle pour des enfants qui peuvent être quasiment uniquement en milieu spécialisé ou dans le cadre du soin, peuvent être à ce moment-là qu'un enfant qui va dans une structure, et ils sont des parents comme les autres qui vont amener leurs enfants sur une structure ordinaire, tout comme n'importe quelle famille. Et une plus-value également pour le milieu ordinaire accueillant, puisque la société, si on la veut inclusive, doit commencer par une éducation dès le plus jeune âge. Et on se rend compte d'ailleurs que les enfants sont bien souvent meilleurs que nous sur la question de l'acceptation et même de l'adaptation, hein. Ils nous apprennent énormément de choses sur leur capacité eux-mêmes à se réinterroger ou modifier leur posture. Donc il y a une plus-value qui est pour moi vraiment multiple, et également un gain de compétences des accompagnants, parce que souvent, nous, dans le cadre des projets d'accueil, on vient pointer que l'enfant en situation de handicap vient juste mettre en exergue ou en lumière des dysfonctionnements d'un environnement, mais finalement des dysfonctionnements qui vont être préjudiciables à tous les enfants. Simplement, cet enfant-là n'est pas en capacité de s'adapter ou de se suradapter là où les autres font avec. Et ça permet du coup d'avoir une amélioration des pratiques pour tous les enfants accueillis. Oui, tout à fait. Tu ouvres encore un champ, moi, qui me passionne, mais c'est la question aussi sociale et politique. C'est-à-dire qu'un jeune qui va aller en centre de loisirs et qui, dans son village, qui va rencontrer, donc un jeune handicapé qui va en centre de loisirs, qui rencontre d'autres jeunes, qui joue avec d'autres jeunes de son village, ben effectivement, à la prochaine fête du village, ils vont se croiser et le regard ne sera plus du tout le même. Ce ne sera plus un regard de curiosité, ce ne sera plus un regard de méfiance ou de distance. Non, ce sera je vais vers ce jeune parce que je le connais, j'ai joué avec lui et on crée du lien social. Voilà. Donc c'est aussi un élément et c'est ce que je dis n'est pas ni naïf ni utopiste, puisque c'est ce qu'on constate, hein. Nous, on le voit avec les enfants qui sont scolarisés dans leur village, sauf dans des situations très 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 complexes, hein, et difficiles. Ça existe aussi, mais dans de nombreuses situations, moi je l'ai vécu, eh bien on sort dans la rue et on croise le copain, et le regard n'est plus du tout le même. Ce n'est plus quelqu'un d'étrange, c'est quelqu'un qui est un peu différent, qui est un peu pareil, qui est un peu différent et qui fait partie de mon village. Et je peux m'identifier. Et voilà, oui, ça change.
Exactement. C'est vrai que le cadre du loisir pour tous les enfants, que ce soit le sport ou le loisir d'ailleurs, est un excellent moyen d'être aux autres. D'ailleurs, une des uniques occasions d'être aux autres et pas être dans le faire. Parce que finalement, dans la plupart des autres établissements, on va être dans le faire. Alors, ce qui n'est pas un mal, mais en fait, quand on oublie des fois d'être, et ça s'apprend aussi. Cette question des habiletés sociales et de la relation à l'autre se travaille très jeune. Et le centre de loisirs est un excellent support pour ça. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors, plutôt une demande de revenir sur la dernière diapo qui s'appelait donc Perspective. Si on pouvait remettre cette diapo. On peut revenir. Voilà. Merci Gilbert. Donc, d'autres questions qui plus sur le relais loisir handicap 30, donc peut-être plus une question pour Aurore. Ne connaissant pas le relais loisir handicap 30, comment ce dernier intervient-il pour favoriser l'accès des enfants en situation de handicap vers les centres de loisirs ? Alors, cette question, elle est intéressante puisqu'effectivement, on voit que des structures du médico-social encore ne nous connaissent pas. Alors, c'est pas une obligation, hein, bien évidemment, de passer par le relais loisirs handicap 30. Néanmoins, la connaissance permet d'avoir des ressources à mobiliser. Le relais va fonctionner comme une interface qui va permettre de mettre en synergie les différents acteurs, donc les familles, les professionnels du médico-social qui gravitent autour de l'enfant et les professionnels de l'animation de la structure d'accueil envisagée. L'idée, c'est de travailler justement sur des projets personnalisés qui vont permettre à la fois, comme on a pu le voir dans les retours d'enquête, de passer des informations sur les besoins des enfants ou les aspects médicaux, des conseils éducatifs et d'apporter également un soutien et des ressources en outillage matériel qui pourraient servir à l'adaptation des lieux et des pratiques, puisqu'au niveau du relais, on a des malles à disposition, qu'on met à disposition des centres de loisirs pour favoriser ces accueils. Et derrière ça, on va travailler sur l'accompagnement de la famille vers ce projet d'accueil, de l'orientation sur les besoins annexes, en tout cas les besoins complémentaires qui ne seraient pas pourvus également. Donc ça, c'est important. Et aussi, on va travailler en deuxième temps sur l'accompagnement et le soutien des équipes d'animateurs sur le terrain pour que ces accueils soient opérationnels et efficients et surtout pérennes et dans de bonnes conditions pour l'enfant, pour le reste des enfants du centre de loisirs, aussi dans le milieu ordinaire, et pour les équipes d'animateurs. Quand tu parles de mâles, puisque je les ai vus, je trouve ça super, vous en avez des tas de mâles. Là. On a d'ailleurs quelques outils tous les outils, voilà, c'est assez marrant, c'est un peu la malle au trésor que vous amenez. Ouais. C'est un petit panel des outils disponibles. Voilà, l'idée, c'est pas d'avoir des outils que spécialisés, c'est bien des jeux et des outils qui sont sélectionnés pour favoriser le vivre et le être ensemble et de contourner certaines problématiques. Donc ça s'accompagne d'une montée en compétences des animateurs, ou en tout cas de conseils de mise en place. Oui, c'est amusant parce qu'on a même vu des enfants ordinaires ou les animateurs sur place se saisir de ces outils, s'amuser avec et oui, parce qu'on se rend et bien y compte mettre que du sens. Oui. Ça répond aux besoins de tout le monde. C'est vrai Bien que sûr. finalement, ce sont des besoins qui sont communs à tous. Donc voilà, en tout cas, si des structures souhaitent prendre contact avec nous pour en savoir un petit peu plus sur nos modalités d'intervention, n'hésitez pas à nous contacter et à orienter en fait les familles vers nous. C'est pareil, on a un accueil direct pour les familles. J'ai encore une autre question. On nous a signalé un petit problème de son. J'espère que c'est mieux. Est-ce qu'il existe des moyens particuliers ? Est-ce que des moyens particuliers peuvent-ils être accordés au centre de loisirs pour accueillir un jeune en situation de handicap ? Alors ça, c'est une question qui est assez intéressante et ça tombe bien puisque désormais, il existe la question du complément inclusif qui est mis en place par la CAF donc depuis 2024. Ce complément inclusif, les centres de loisirs pour tout enfant bénéficiaire de l'AEH accueilli vont bénéficier d'une majoration de la PSO, qui est la prestation de service ordinaire, une majoration qui va s'élever à 3,90 € de l'heure par enfant accueilli, ce qui à la fin de l'année représente une somme, un montant qui peut être assez conséquent, qui doit permettre soit d'embaucher du renfort humain, soit d'acquérir des outils pour adapter ces accueils, ou adapter, en tout cas acquérir il y a une liberté du matériel. Cette petite prime supplémentaire. Ils peuvent la gérer comme ils le souhaitent, c'est ça ? Ils peuvent la gérer comme ils le souhaitent. Il faut juste déclarer à l'année le nombre d'enfants bénéficiaires de l'AEH avec le nombre d'heures accueillies.
pour percevoir la somme qui, normalement, est fléchée là-dessus. Mais après, la liberté est donnée de choisir soit effectivement d'embaucher des renforts humains pour permettre l'accueil de ces enfants, puisque le milieu ordinaire, c'est aussi des contraintes en termes de taux d'encadrement qui sont différents du médico-social, et c'est là où ça peut aussi poser problème. Eh oui, tout à fait. Effectivement. Donc ça, et ce complément inclusif fonctionne à la fois sur l'extrascolaire, donc le mercredi et les vacances, et sur le périscolaire, donc éventuellement pour les temps du midi, du matin ou du soir, en alternance avec l'école. D'accord. D'accord, donc pour ces enfants aussi qui sont scolarisés, et pour qui la question de l'accueil entre midi et deux, si ça fait partie de leur projet, ces petits compléments peuvent aussi rentrer là-dedans. Alors ça peut être une aide. Après, encore faut-il que les temps périscolaires soient des temps déclarés, hein, puisqu'il existe encore sur les temps notamment du midi des temps qui ne sont pas déclarés, en tout cas qui sont légaux, mais qui ne sont pas déclarés SDGES et du coup qui ne rentrent pas dans le cadre de ce D'accord. financement. Il faut vraiment faire appel à vous pour connaître les petits détails de ces accueils. Hein. Bah, en tout cas, voilà, l'idée de la CAF derrière ça, ça a été établi lors de la dernière COG. L'idée, c'était de pouvoir dépasser les problématiques qui nous sont remontées en termes de difficultés liées à l'accueil des enfants en situation de handicap. Souvent, on venait faire remonter qu'il y avait des problématiques en termes de moyens humains, puisqu'effectivement, des fois, ces enfants nécessitent un accompagnement individualisé, ou en termes de ressources ou de fonds nécessaires pour se doter d'outils qui pourraient permettre leurs accueils. Donc l'idée de la CAF derrière ça, c'était de pouvoir aussi donner des moyens supplémentaires pour tout simplement mettre en place, en tout cas appliquer la loi de 2005 et ses notions de compensation aux accueils. Oui, un petit commentaire. Bon, voilà, on me redit par SMS qu'effectivement, il faut une chaîne pour pouvoir communiquer par chat. En tout cas, message reçu d'une directrice des services d'un établissement spécialisé du Gard qui souhaite participer avec vous, avec nous, sur la co-construction de ce projet. Donc, le message est bien reçu. Nous vous recontacterons très, très vite. Voilà, une autre question qui est plutôt liée au protocole, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un protocole particulier pour permettre à un enfant en situation de handicap de s'inscrire en centre de loisirs ? Alors, protocole via le relais, oui, c'est-à-dire qu'en fait, on s'appuie, nous, sur un recueil d'informations qui a été uniformisé, je peux dire ça, en tout cas qui aujourd'hui est accessible à toutes les structures du département, qu'elles souhaitent passer par le relais ou non. Ce recueil d'informations a été mis à disposition pour des structures qui souhaiteraient également mettre en place des projets d'accueil de façon un petit peu autonome, puisqu'on a des territoires qui ont aujourd'hui des référents handicap qui fonctionnent un petit peu différemment. Mais en tout cas, via le relais, il faut que la famille nous contacte. On met en place un protocole d'accueil, c'est-à-dire qu'on demande à la famille de compléter un document qui va permettre de recenser tout ce qui semble important de connaître sur l'enfant. Et surtout, ce qui est intéressant sur ce document, c'est qu'on va dépasser la problématique, les risques liés à l'étiquetage. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va nous intéresser dessus, c'est non pas ce qu'a l'enfant, mais qui il est. Ce qui l'intéresse, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui le met en difficulté, la façon dont il communique avec les autres, son niveau d'autonomie selon les gestes du quotidien ou son rapport à l'alimentation. Enfin, vraiment, ce document est très large et il doit être co-rempli par la famille et les professionnels du secteur médico-social qui accompagnent éventuellement l'enfant. Et il nous sert de base lors de la rencontre qu'on va mettre en place avec la famille, le représentant du secteur médico-social, le représentant du centre de loisirs et nous-mêmes, pour travailler sur un projet d'accueil dont les modalités prennent en compte à la fois les besoins de la famille, mais surtout les capacités et les besoins particuliers de l'enfant, et aussi les contraintes de la structure, puisqu'on est vraiment sur un croisement de tous les possibles. Donc des fois, on va être amené à devoir travailler dans le temps, mais en commençant sur des petits temps pour permettre à l'enfant de prendre ses marques, à l'équipe de s'ajuster. Donc, il va s'agir aussi de pouvoir orienter la famille des fois vers des solutions alternatives pour répondre à son besoin de mode de garde. Voilà, il ne s'agit pas de répondre exactement aux besoins de la famille tout le temps. C'est ça, ça rejoint ce que on disait tout à l'heure par rapport à la slide, c'est-à-dire la question de la transmission d'informations. Ne pas considérer que ça va de soi,
cet accueil ne va pas de soi, il demande des aménagements et donc de faire un petit recueil, ce que doivent faire d'ailleurs les établissements, un recueil d'informations, quoi transmettre dans le cadre de la loi aux établissements. Mais par contre, je me permets parce que c'est vrai que là, on voit émerger, et donc ça, c'est aussi un travail que enfin, on doit faire. Aujourd'hui, le numérique arrive. Les inscriptions se font beaucoup en ligne. Et je pense que ça peut freiner des gens. Parce que là, aujourd'hui, et puis il faut s'inscrire vite, hein, parce que les places peuvent être chères, entre guillemets, en centre de loisirs. Et on voit qu'on a des demandes finalement très stéréotypées. Inscrivez votre enfant. Et je pense que pour des parents ou des établissements qui veulent monter un projet, ça se travaille en amont. Et il faut inscrire, voilà. Donc là, il y a peut-être aussi comment on va pouvoir le travailler avec les communes et avec vous pour mettre en... Il ne faut pas que ça soit un frein. Et même avec les établissements, c'est intéressant ce que tu dis, parce que pour rebondir à une des slides précédentes où effectivement on avait... Il me semble de mémoire 61% des établissements qui ouvraient la possibilité d'accueil uniquement sur les temps de fermeture d'établissements, notamment en dehors des prises en charge. Nous, on a cette problématique que l'on voit sur le terrain, c'est des demandes d'accueil tardifs, notamment avant l'été, avant les périodes de fermeture estivale, où effectivement l'accueil de ces enfants et le travail avec les équipes doit se faire en amont. Des accueils trop tardifs ou des demandes tardives, juste pour répondre à une problématique d'urgence de mode de garde, sont difficilement réalisables et en tout cas rarement de qualité et mettent souvent en difficulté les équipes de terrain. C'est vrai que le mieux, c'est de pouvoir co-construire ces projets en amont, même si l'enfant n'y va pas immédiatement, mais pour avoir le temps de mettre en lien tous ces acteurs. Y a-t-il une autre question ? Oui, il y a une autre question assez intéressante. Peut-être on essaiera de la faire en deux parties, mais peut-être un peu plus pour Nicolas. Existe-t-il un moyen pour contourner le problème de la perte financière des ESMS si un jeune s'absente pour aller en centre de loisirs ? Bon. Alors, paradoxalement, je pense que ça concerne aussi les centres de loisirs. Alors, j'ai pas de réponse, évidemment, parce que là, c'est un vrai souci, mais c'est un souci qu'il va falloir soulever. Et notamment, puisque aujourd'hui, par rapport aux établissements... Là, j'ai présenté tout à l'heure l'IME dans lequel je travaille comme un dispositif. Alors, aujourd'hui, on va tendre à des dispositifs, c'est-à-dire que les jeunes seront accueillis en IME, mais aussi en milieu ordinaire de plus en plus. Que ce soit dans les écoles, dans les centres de loisirs, dans des centres sportifs peut-être aussi. Tout est à inventer là, sur ces questions-là. Le législateur va pousser à ça. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va fonctionner. C'est une réalité. Un enfant qui n'est pas là, l'établissement n'est pas payé. Donc oui, ça c'est un... Alors, je ne sais pas s'il y a des gens des ARS qui nous écoutent ou pas, mais il y a un chantier à mener avec les directeurs d'établissement, les ARS, sur comment on va traiter cette question-là. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Je pense... Alors, là, je m'avance un petit peu, mais je pense que c'est aussi la question pour les centres de loisirs, parce que je sais ils fonctionnent quand même à la journée, et que, alors, tu vas me dire peut-être, Aurore, que pas du tout, mais on a des jeunes aussi qui ne pourront venir que quelques heures. Pourquoi ? Pas parce qu'ils sont fatigables, parce que ils vont bénéficier de 2 heures, 3 heures dans une activité, mais qu'après, ils seront crevés. Donc, est-ce que ces jeunes, ils auront aussi la possibilité de faire des temps aménagés, des temps partiels, et que financièrement, les centres de loisirs, qui aussi ont des charges, et puis on n'est pas dans un contexte où on va avoir encore de plus en plus d'argent pour l'accueil, enfin l'éducatif en général aujourd'hui est quand même un petit peu mis à mal, hein. Les finances ne vont pas en progressant dans tous nos secteurs. Donc, est-ce que les centres de loisirs aussi vont pouvoir aménager ? En gros, c'est quelle souplesse financière va être donnée à tous les établissements, les centres de loisirs et le médico-social pour pouvoir faire des accueils qui vont être peut-être parfois parcellaires. Ça sera que quelques heures.
Alors, sur la question des centres de loisirs, on peut amener un début de réponse, ou en tout cas un constat d'une réalité aujourd'hui. C'est très hétérogène. En fait, sur le territoire du Gard, c'est très hétérogène. C'est qu'on a, pour la plupart des structures, des tarifications qui sont prévues à la demi-journée. Donc, avec une souplesse qui est donnée. Même si majoritairement, ces tarifications à la demi-journée, elles fonctionnent pour beaucoup uniquement sur les mercredis. Sur les périodes de vacances, on est souvent à la forfait journée, voire forfait semaine. Et alors là, c'est très compliqué, effectivement, pour des jeunes qui ne peuvent pas être accueillis sur des temporalités aussi importantes. C'est quelque chose, nous, qu'on travaille, en tout cas, qu'on essaye de véhiculer auprès des gestionnaires, parce qu'il y a aussi une pluralité de gestionnaires sur le territoire, avec des grosses différences selon si les gestionnaires sont associatifs ou des collectivités territoriales. Donc, c'est vrai que selon les territoires, les familles n'auront pas la même facilité d'accès. Sachant que par contre, dans le cadre de la loi et ainsi de suite, l'accueil d'un enfant en situation de handicap, c'est avant tout l'accueil d'un enfant. On parle d'un accès de droit commun, donc ça ne doit pas coûter plus cher aux familles. D'ailleurs, le faire appel au relais n'a pas de coût particulier pour les familles. C'est un service qui répond à du droit commun. Donc, n'importe quelle famille peut nous solliciter de n'importe quel territoire du Gard. On essaye d'apporter une espèce d'homogénéité, d'équité de service, en tout cas sur tout le territoire. Néanmoins, c'est vrai que cette question de l'accès et du coût financier, certains territoires, justement, ont travaillé à une modulation des tarifs en fonction des temps d'accueil des enfants, notamment quand ils bénéficient d'un projet via le relais loisirs handicap 30. Donc, c'est aussi des fois un levier qu'on arrive à avoir pour ajuster, en tout cas, le coût à la réalité effective de fréquentation. Oui, mais tu vois, sur un travail sur des tables rondes, il faudra qu'on arrive à avoir des financeurs, que ce soit les collectivités locales ou les agences de santé, pour discuter ces points-là, parce que sinon, tout va reposer sur la créativité des établissements, ce ne sera pas tenable financièrement. C'est quand même une variable qui est fondamentale pour la survie des services. Mais tout comme la question de l'inscription dans les projets d'établissement, je pense que les choses vont beaucoup plus vite dès que c'est lors que c'est institutionnalisé ou en tout cas porté politiquement. Que ce soit global. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, une autre question, peut-être plus sur les demandes sur la période estivale, c'est-à-dire est-ce que lorsque les structures SMS ferment, est-ce que vous recevez plus de demandes et est-ce que vous pouvez y répondre favorablement et sinon pourquoi ? Alors, ce ne sera pas une question binaire, bien évidemment, ça serait trop facile, donc ça va être du oui et non. Dans la mesure du possible, on va essayer d'y répondre. Alors oui, on va y répondre si, et de façon beaucoup plus facile, si ces projets sont anticipés et travaillés avant. C'est-à-dire que pour des enfants pour lesquels les structures ferment pendant les périodes estivales qui auraient besoin d'un accueil, ça va être beaucoup plus facile si on commence déjà les mercredis tout au long de l'année où l'équipe les connaît, les adaptations sont mises en place, et l'été qui est une période particulière dans les centres de loisirs, tant à la fois par les professionnels qui y travaillent, puisque c'est le moment où on a beaucoup de jeunes animateurs, étudiants qui viennent faire un job d'été, donc qui ne sont pas forcément formés, et en même temps avec un gros turnover de l'équipe, une grosse fréquentation, donc beaucoup d'enfants sur la structure. Si le jeune n'est déjà pas habitué au fonctionnement de la structure au fil de l'année sur des périodes plus creuses, ça complique énormément les choses. Donc l'anticipation va permettre d'y répondre. Après, il y a aussi une réalité de disponibilité de places. Et encore une fois, pour avoir des places, anticiper reste la meilleure solution, puisqu'on peut se permettre du coup d'inscrire le jeune dès qu'il y a ouverture des inscriptions. Répondre à la dernière minute, c'est compliqué parce que il peut ne pas y avoir de place. La question du temps, qui est commune à tout le monde, le temps disponible est restreint pour tous. Et préparer un accueil et travailler avec les équipes demande du temps. Et plus on s'y prend tard, moins on a ce temps-là. Donc... Et il y a aussi une grosse disparité sur le territoire, effectivement, avec des structures qui ferment des fois au mois d'août, centres de loisirs, sur les mêmes périodes que le SMS. Donc là, il n'y a pas réellement de solution, hormis ouvrir sur l'extérieur. Donc c'est toujours en fait des projets cousus main, et ça va être toujours au regard des réalités et des besoins de la famille et de l'existant à l'échelle de leur lieu de vie, puisque ça reste quand même
des souhaits spécifiques. En tout cas, on va rechercher toujours à proximité du lieu de vie de l'enfant. Et puis c'est mettre en place une continuité éducative dans ce que tu dis. Alors tout le monde le sait peut-être pas, mais les établissements du médico-social, alors c'est pas comme les écoles, ils sont ouverts un peu plus, mais effectivement ils ferment souvent pendant les vacances. Alors ça dépend des établissements, mais en gros aujourd'hui on va arriver à une semaine sur les petites vacances et à peu près un mois, 5 semaines sur les grandes vacances d'été. Donc effectivement, ça peut être à ce moment-là pour un problème. Pour des raisons très concrètes aussi, les jeunes peuvent se retrouver chez eux, seuls. Ça peut, au niveau de la précarité, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, mais il faut bien savoir que les familles dont l'un des enfants est en situation de handicap, il y a un risque de précarité supplémentaire, d'accord ? Et pour des raisons très concrètes, encore une fois, arriver aux vacances et ne pas savoir comment aller travailler parce qu'il faut aussi que je m'occupe de mon enfant qui est handicapé, c'est un frein à la professionnalisation, à une vie ordinaire pour tout le monde. Donc le travail avec les centres de loisirs, je ne parle pas, ils ne font pas qu'un travail de garderie, c'est comme nous, il y a une dimension éducative, mais cette continuité dans le soutien, l'accueil, permettrait, voilà. Mais comme tu dis, effectivement, pas réalisé comme ça, il y aurait besoin de créer une continuité parce qu'on aura tendance à réagir quand le besoin arrive. C'est-à-dire, on ferme cet été, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, mais moi, je peux. Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, on va chercher une solution à un mois, 15 jours, et ça, c'est pas satisfaisant. Exactement, sachant qu'aujourd'hui, la continuité éducative reste est un des axes majeurs pour toutes les institutions. On en parle partout, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit la CAF, que ce soit l'ARS. Maintenant, pour qu'elle soit réelle, il va vraiment falloir travailler l'opérationnalisation, c'est-à-dire l'articulation entre les différents acteurs, les différents services, pour qu'elle soit réellement effective et bienveillante, tant pour les structures et les professionnels que pour les familles et les enfants. C'est ce qui nous amène d'ailleurs aujourd'hui, ceci étant. Oui. Une autre question ? Oui, un commentaire de Stéphane, mais qui rappelle quand même, pour revenir, je pense, sur le sujet de la facturation, du coût pour les familles, de la modulation du temps d'accueil. C'est essayer de travailler plutôt dans le cadre des PEDT, donc projet éducatif de territoire. Peut-être ça peut être un levier. La grosse difficulté, on s'en rend compte, on a déjà essayé d'interpeller la CAF, mais ça ne fait pas partie vraiment de ses prérogatives, puisque la CAF doit s'assurer qu'il y a bien la notion de quotient familial, que ce soit jeunesse et sport, c'est un peu aussi la même chose. On n'arrive pas à avoir de levier. Je pense qu'effectivement, peut-être le levier PEDT, en tout cas, c'est le commentaire de Stéphane. Il fait également référence à la continuité éducative, mais on est aussi, mais ça pourrait être l'objet d'un autre webinaire, parce qu'il a quand même pas mal à dire. Alors juste si je peux me permettre de rajouter là-dessus, c'est quand même une question qui est traitée dans le cadre du réseau ACM qui a été lancé par la CAF. Et il y a eu un séminaire semaine dernière, il y a quelques semaines, sur cette question. Et effectivement, la question de l'articulation entre les CTG, donc les conventions territoriales globales, qui sont à l'échelle de plusieurs communes ou de communautés de communes, sur une harmonisation des choix politiques et des orientations, doit absolument avoir une articulation avec les PEDT, les projets éducatifs de territoire, qui sont là des projets normalement concrets, qui sont coécrits par les différents acteurs à l'échelle locale, donc acteurs éducatifs, acteurs associatifs, ainsi de suite, pour justement réfléchir à des articulations et des coordinations entre les différents services, toujours dans le cadre de ce questionnement, et notamment pour une meilleure accessibilité pour les familles et une meilleure harmonisation du lien entre les acteurs existants. Mais c'est quelque chose qui est encore trop peu opérationnel, et bien souvent, à la CTG, on ne retrouve pas les mêmes acteurs que ceux qui établissent le PEDT, et encore moins les mêmes acteurs qui sont au sein des structures. Donc il y a aussi encore on est aux prémices, il y a des choses qui se mettent en place, et aujourd'hui on a des outils, des ressources qui vont être mobilisables, mais
il va falloir encore travailler un petit peu sur la cohérence entre ces Parce que différences. quand tu dis PEDT, moi je trouve ça très beau, croustillant. hein. J'ai envie de l'ouvrir et de le manger. Mais alors, moi, du médico-social, ça ne m'évoque rien du tout. Donc oui, tu vois, j'aurais encore appris des choses aujourd'hui. Et là, on rejoint la question de l'information, du rapprochement et de l'inscription sur les territoires. Exactement. On peut terminer sur peut-être une dernière question, peut-être un petit jeu aussi pour vous, mais quels seraient selon vous les ingrédients indispensables pour la réussite d'un accueil ? Tiens, toi qui avais faim. Voilà. Quels ingrédients vous mettriez quoi Vous mettriez quoi ? Ah là là. Les ingrédients, je pense déjà de la volonté. Peut-être déjà de la volonté des différents acteurs, puisqu'en fait, à l'impossible, nul n'est tenu, mais en tout cas, faut-il encore avoir envie de se donner les moyens. Et ça, je pense que c'est vraiment j'allais dire des désirs, mais en tout cas des envies individuelles. Et avoir envie déjà de considérer l'inclusion comme une norme sociétale, c'est déjà un grand pas. Donc je pense que... Oui, déjà, mettre du sens aussi, peut-être. Oui. Je pense que mettre du sens dans l'accueil, à la fois du sens pour les familles, pour les jeunes, pour les éducateurs d'IME ou de DITEP, pour les animateurs de centres de loisirs qui peut-être parfois pensent qu'ils ont un rôle de allez, je provoque un petit peu, là on est en fin, c'est pas grave, hein, peuvent avoir l'impression qu'ils font du gardiennage, d'accord, et alors que quand on met du sens dans l'accueil d'un enfant handicapé, de dire que oui, ça va le faire grandir, ça motive, je dis pas tout le monde, mais ça motive. Donc de l'implication, du sens, de l'anticipation. Il n'y a pas d'accueil réussi sans préparation, donc c'est aussi du temps à pouvoir allouer pour ça. Oui, voilà, je pense que sens, implication... Être joueur aussi, faire des paris, ça c'est intéressant aussi, l'idée que... mais ça aussi c'est la même chose, je pense que tout le monde peut être là-dedans, c'est de se dire, et si on faisait le pari, que ça vaut le coup d'essayer. Que ça vaut le coup d'essayer. C'est-à-dire que on peut faire un pari. Un pari, c'est aussi se dire qu'on va s'arrêter. Oui. C'est pour ça que j'aime bien cette idée-là. Tu as raison là-dessus, ce qu'on parle souvent quand on fait des formations, de la question des limites, parce que c'est souvent quelque chose qui revient et qu'effectivement, une des réussites à l'accueil, c'est aussi de pouvoir poser ses propres limites professionnelles et pour pouvoir... déjà, être plus en accord avec soi-même, être clair aussi avec la famille ou les professionnels sur ce qu'on peut faire et là où on ne pourra pas aller parce que c'est pas le cadre de la structure. Oui. Et en fait, pour moi, poser les limites, c'est à partir du moment où on pose les limites, on sait ce qui peut exister à côté. Tant qu'il n'y a pas de limite, c'est un flou et cette articulation ne pourra pas se faire. Et ça peut rassurer tout le monde. Et de dire, on va mettre ça en place, mais peut-être que ça va s'arrêter à un moment donné pour telle ou telle raison, ou peut-être le temps va se réduire. Ou peut-être que ça va augmenter, mais laisser des possibles et pour que pas que ça soit vécu comme de l'exclusion, comme un échec, mais voilà, encore une fois, on en revient à la préparation et à l'anticipation. Accueillir un enfant handicapé sur des structures comme les centres de loisirs ne va pas de soi et il ne faut pas le considérer comme tout le monde. Non, c'est pas vrai. Il y a des choses à mettre en place. Alors, chaque enfant est différent, hein, mais pas le considérer à sa juste valeur et mettre les justes moyens pour le préparer. Voilà, donc sens, implication, communication, anticipation. Et les sous. Non, je plaisante, excuse-moi, Aurore. Je plaisante, mais c'est aussi un enjeu. On le voit bien, il faut pouvoir en parler parce que sinon, on n'avancera pas. C'est aussi un enjeu. En tout cas, on vous remercie tous et toutes de nous avoir suivis sur ce webinaire que vous pourrez retrouver en replay sur notre chaîne. Nous vous souhaitons de bonnes fins d'année et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures, si je peux dire ça comme ça, ou pour la suite des aventures. Les aventures avec RLH 30. Merci à tous.
Et promis, la prochaine fois, je ne mettrai pas cette chemise.